écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Fréquence Hit, c'est fini pour ce soir. Mais rassurez-vous, on revient très vite sur Radio Fréquence Méditerranée. Au revoir. Bye bye. Arrivederci. Sayonara. Oh yeah! Le monde de la zététique. Stéphane aborde divers sujets sous l'œil de la zététique. Par exemple, la médecine parallèle, les phénomènes paranormaux, les idées reçues, l'homéopathie, et vous démontrera scientifiquement que ça n'existe pas. Pour voir le monde à travers la zététique, préparez-vous à renoncer à vos certitudes et retrouvez Stéphane sur Radio Fréquence Méditerranée. Embarquement immédiat pour la réalité, c'est sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Stéphane, le monde de la zététique. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ouh, la petite musique qui fait peur derrière. Stranger Things. Petite musique qui fait- Bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le 96.6 FM et le www.fmradio.fr. Et puis comme d'habitude, bien sûr, vous savez très bien que vous pouvez nous suivre pour nous, tous nos fans de Facebook. Vous pouvez nous suivre sur le live Facebook et ce soir, vous allez pouvoir poser des questions et surtout vous interroger parce que c'est une émission spéciale ce soir, une émission spéciale zététique. Et la zététique, vous vous demandez tous, mais qu'est-ce que c'est que la zététique ? Mais vous allez voir sur le dictionnaire et vous allez vite comprendre, vous allez faire un tour sur Internet. La zététique, c'est la manière de prouver par la science que beaucoup de choses, dont ce soir nous allons parler des idées reçues et d'astrologie, que beaucoup de choses n'existent pas. Alors, je tiens bien à signaler dès le début de l'émission que si vous croyez à certaines choses, et ce soir on va vous parler de certaines choses où on va vous dire ça n'existe pas, on vous laisse y croire, on vous donne juste notre point de vue en tant que zététicien, mais on vous laisse y croire, donc voilà, il n'y aura pas de polémique sur ça. En tout cas, ce soir, le spécialiste de la zététique, il est avec nous, c'est Stéphane. Salut Stéphane. Eh bien, bonsoir Jean-Luc, salut Jimmy, salut Nathalie. Voilà, donc il a dit, de l'autre côté, vous avez notre étudiant en journalisme qui est là maintenant pratiquement tous les soirs avec nous en direct, c'est Jimmy. Salut Jimmy. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Content de te retrouver. Et puis Nathalie, fidèle de nos émissions et surtout la zététique, puisque chaque fois que Stéphane est là, tu viens puisque ce soir vous allez ce soir un petit peu être, on va dire, les contradicteurs. Voilà, on va essayer partir. de contredire. Alors, on avait abordé 2 thèmes ce soir. On va dans cette émission. Donc, restez bien avec nous. Partagez cette émission. Vous allez voir, elle est très intéressante et vous allez être un petit peu surpris. Et puis surtout, vous allez pouvoir commenter et poser aussi vos questions. Premier thème de la soirée, on va parler d'idées reçues. Donc il y a beaucoup de gens qui croient à certaines choses et on va leur montrer que ça existe ou que ça n'existe pas, mais majoritairement ça n'existe pas. Ouais, c'est notre rôle. faux. Et deuxième partie d'émission, on va aborder l'astrologie et malheureusement encore on va casser certains mythes. Je suis désolé pour ceux qui croient à toutes ces choses-là, mais bon voilà. Donc on va peut-être s'attirer des gens qui vont moins bien nous aimer. Mais bon, moi, vous savez très bien ma position. C'est pas très grave. Vous savez très bien ce que je vais rester soft. Voilà. Donc, vous connaissez ma position. Les idées reçues. Stéphane, ça fait déjà, la dernière émission, c'était avant le confinement. C'était avant le confinement. Et puis, il y a eu le confinement. Et oui, et j'en sors à peine. Oui, tu en sors à peine. Stéphane, je vous signale aussi, donc il sait de quoi il parle puisqu'il fait partie quand même de ce comité. Alors, c'est pas un comité, c'est une... Non, c'est un groupe. C'est une association parce que la zététique, effectivement, c'est quelque chose qui est enseigné en fac de sciences. Donc, comme je n'ai pas de cursus scientifique, j'ai pas eu la chance de pouvoir avoir cette éducation-là de zététique. Ça fait vraiment partie du cursus des scientifiques, en France en tout cas. Il y a un module qui dure à peu près 8 semaines où tous les étudiants en sciences sont obligés de passer sur ce module-là. C'est la démarche, la méthodologie scientifique. Voilà. Donc j'ai pu assister à quelques cours parce que je suis allé dans les amphithéâtres de la fac de Valrose, la fac de Nice Sophie Antipolis qui se trouve Je connais très bien cette fac, moi. À Valrose avec le professeur Henri Brock qui m'a mis le pied à l'étrier de la zététique et de ce monde merveilleux de la science et de la découverte scientifique. Il y a tellement de belles choses à voir là-dedans. Et j'ai eu l'occasion de participer à quelques-uns de ses cours. Il m'a fait passer pour un médium, il m'a fait passer pour quelqu'un qui avait des dons, qu'il est en train de m'étudier et qu'il ne comprenait pas comment ces phénomènes-là se passaient. Et je rappelle que tu es aussi donc un magicien professionnel. Surtout essentiellement parce que je suis magicien.
et que j'ai essayé de démontrer à tous ces étudiants dans l'amphi, donc il y avait à peu près entre 250 et 300 étudiants dans l'amphi, qui m'ont vu produire des effets paranormaux. Et le but pour eux, c'était de démontrer si effectivement j'avais de réels pouvoirs, de réels dons, ou si c'était uniquement de la supercherie. Du charlatanisme. Et du charlatanisme. Donc j'ai fini quand même presque à moitié à poil parce qu'ils ont exigé des conditions de travail extrêmes, parce que ce sont des scientifiques, donc ils ont mis en doute beaucoup de choses, que j'avais du matériel sur moi, que je cachais des choses dans mes manches, que j'avais même des produits chimiques sur les mains pour faire bouger des objets sur les tables. Donc j'ai dû me laver les mains devant eux, m'enlever le t-shirt, etc. Et les phénomènes ont bien eu lieu devant leurs yeux. Et bon, à la fin, quand même, on a dévoilé que j'étais juste un magicien, quoi. Que tout ce qu'ils ont vu, c'était des numéros de scène, qu'évidemment, il y avait un truc. Ils ne sont pas arrivés à le détecter, le truc. Et en leur prouvant que j'étais vraiment magicien, parce qu'après j'ai fait des tours de cartes, etc. Donc là, ce que je leur ai fait, c'était pas des tours de cartes, ça leur a mis la puce à l'oreille. J'ai vraiment fait des phénomènes paranormaux. Comme du mentalisme. Voilà, du mentalisme, des cuillères qui se tordent. Des cuillères qui se tordent, des objets qui se déplacent tout seuls sur les tables, etc. C'est fort quand même. Et devant 200 ou 300 étudiants en sciences, et à la fin, en leur ayant expliqué tout, que je n'étais pas doué, que j'étais juste un mec qui travaille la magie et l'illusionnisme, il y en a 2 ou 3 qui sont venus me voir en me disant, droit dans les yeux, on me dit: vous avez des dons, mais vous êtes dans le déni. Voilà. Et ça, c'est excellent. Voilà, donc tu viens de planter le décor de cette émission de ce soir, et une émission qu'on retrouvera tous les trimestres, bien sûr, avec Stéphane, spécialiste de zététique. On va démarrer cette émission, donc, comme je le disais, par les idées reçues. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des idées reçues, et j'ai noté quelques idées, Stéphane. Il y en a des milliards d'idées reçues. Quelques idées reçues. Nathalie a noté aussi des idées reçues. Ouais. Et on va te poser les questions, et en tant que zététicienne, tu vas nous dire si ça existe ou ça n'existe pas. Et en tout cas, pourquoi aussi. Alors, j'aimerais d'abord faire le point, parce que là, tu me fais passer pour le méchant qui brise les rêves de tout le monde. Alors, fais le point. Voilà. Et je ne suis pas cette personne-là. Il y a beaucoup de gens qui se trompent sur moi, parce que faire de la zététique, c'est pas démonter absolument tout ce qui existe. Quand quelqu'un me parle, je ne l'ausculte pas pour savoir s'il me ment. J'analyse pas tout ce qu'on me dit. Moi, je fais de la zététique comme on fait de l'illusionnisme. C'est-à-dire que quand on me pose une question, je vais essayer d'y répondre. Mais toute ma vie n'est pas axée sur la zététique. Voilà. Et je ne réfléchis pas tous les jours à savoir si ce que je vois c'est vrai ou pas. Je me laisse quand même porter par le rêve, par les émotions, par l'amour, par la vie, par la beauté de la nature, mais sans me poser de questions de comment ça fonctionne. Par contre, si tu me poses la question, j'essaye de trouver la réponse si on a déjà travaillé sur ce sujet-là. Voilà. Notre terrain de jeu, évidemment, c'est les phénomènes paranormaux, parce qu'il y a tellement de choses à faire là-dessus, mais c'est un terrain de jeu qui est magnifique. Mais la zététique, c'est pas seulement analyser des phénomènes paranormaux, c'est aussi détourner les pièges de l'information, c'est aussi détourner les pièges de la vente, du marketing. Quand un vendeur s'approche, il utilise des techniques, c'est bien de les connaître aussi, ces techniques, pour pas tomber dans le panneau. Les hommes politiques, c'est bien de décrypter leur discours, le discours qui est creux, qui convient à tout le monde, et t'apportent aucune réponse, mais t'as l'impression au bout d'une heure que ils t'ont bassiné, ils arrivent à te convaincre. Et puis en fin d'émission, on parlera de ceux qui noctisent. Et il y a les beaucoup charlatans. de choses. Mais la zététique, ça veut pas dire que tout n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a étudiées et sur lesquelles on peut avoir une conclusion qui est positive ou négative. Il y a des choses qu'on étudie et pour lesquelles on n'a toujours pas de réponse et qui restent un mystère. C'est vrai, dans la nature. Mais on n'a pas de réponse parce qu'on n'a pas encore les outils nécessaires pour investiguer plus loin. Ça ne veut pas dire que ce qu'on n'explique pas vient d'une source divine, extraterrestre ou autre chose. C'est peut-être quelque chose de très naturel, mais que pour l'instant, on n'arrive pas à expliquer. Alors, on va démarrer les idées reçues. On va profiter. Et je termine sur les idées reçues, parce que tu as dit que ça n'existe pas. Les idées reçues, il faut savoir ce que c'est une idée reçue. Une idée reçue, c'est quelque chose qu'on accepte parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on l'a entendu, parce que les masses et les peuples l'ont colporté depuis des milliers d'années, voire des centaines d'années. C'est quelque chose qu'on admet facilement parce que ça correspond un peu à notre façon de penser, à notre idéologie. Donc on s'y tient, oui, c'est vrai, pourquoi pas. Mais on ne va pas vérifier derrière. Quand je te dis que le diamètre de la Terre, il fait 12 700 km, tu vas me croire. Qui va aller vérifier? On n'a pas les moyens de vérifier. Si je te dis autour de toi, tout le monde a entendu parler de la formule E égale MC2,
tu mets pas en doute que E égale MC2. Mais Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es allé vérifier? Ça, c'est une idée reçue. D'accord. Tu l'as accepté parce que tu te dis ça vient d'un monde scientifique. Il y a quand même des costauds qui se sont penchés dessus, qui nous ont pondu Einstein. une belle Et formule. moi, Einstein. petit mortel. Et moi, petit mortel. je est-ce ne que vais vais pas aller- remettre Voilà. en doute. Par contre, On va pas trop contredire Einstein, une autre hein. idée reçue, c'est que tu n'arrives pas à casser un œuf si tu le tiens par les deux extrémités, entre deux doigts, tu n'arrives pas à casser un œuf. Bah ça, tu peux l'expérimenter. Et tu t'apercevras si c'est vrai ou pas vrai. À ce D'accord. moment-là, ça ne deviendra plus une idée reçue, ça deviendra une idée vérifiée, vraie ou fausse. D'accord. Tu vois, voilà, Ok. l'idée reçue n'est pas forcément. Il a planté le Inexact. décor. Voilà, donc Ouais. il a planté le décor pour tous ceux qui nous suivent. Alors on fait comme d'habitude, on fait un petit coucou à tous ceux qui nous suivent sur live Facebook. Donc, on va pas citer tous les prénoms ce soir parce que vous êtes déjà beaucoup à regarder cette émission. En tout cas, merci de nous suivre. Puis ceux qui nous écoutent bien sûr sur la FM ou dans leur voiture tranquillement en train de rentrer chez eux ou sur le web, ben voilà, on est parti. Alors première idée reçue, j'ai noté une idée reçue. Puis Nathalie, tu enchaîneras derrière. Une très simple. Hein. Le chili con carne est un plat mexicain. Ça, je l'ai vu celle-là. Alors, Bon, alors on attaque tout de suite avec les recettes de base. voilà, c'est le évidemment. truc de base. Hein. Alors, c'est plus. On va ça sera plus compliqué après. Est-ce que c'est une idée reçue? Bah écoute, oui, on a tous entendu, y compris moi-même, hein, chili con carne. Et ben quand on Ouais. parle de chili, on imagine de suite le Mexique, on imagine l'Amérique latine. Et puis tu vas même dans un resto mexicain, ils Et te puis, sortent eh le, ben, ils sortent chili, quoi. con carne. Ouais. Bon, Voilà. alors, il faut savoir que le chili con carne, eh ben, ce n'est pas du tout un plat mexicain. Alors certes, le chili, c'est un mélange d'épices à la base. Hein. C'est un mélange d'épices à base de piment et de paprika. Donc ça, c'est le chili. D'ailleurs, en espagnol, ça se dit le chile. C'est pas le chili, mais c'est le chile. Et le plat national vraiment Quel accent. mexicain, c'est le mole poblano. Alors le mole poblano, ça c'est le vrai plat national mexicain. Donc ça vient d'où alors? Alors, le mole poblano, c'est une sauce qui est faite à base d'épices, d'accord, qui sert à agrémenter en général les volailles, donc essentiellement la dinde. Et c'est une sauce dans laquelle on met du chocolat, du cacao. Donc ça, c'est le vrai plat typique mexicain, qui n'a rien à voir avec le chili con carne. En fait, le chili con carne, c'est typiquement états-unien. Ça vient des États-Unis. Ouais, c'est texan. C'est même texan, ça vient du Texas. D'ailleurs, depuis une Oh. trentaine Elle a d'années. travaillé. Ouais, bravo. Ouais. Toi, tu vas me faire de la concurrence. Oh non. Alors, Et ça Vas-y. fait une trentaine d'années que le chili con carne, et donc connotation texane, est devenu l'emblème du pays. C'est le plat officiel d'ailleurs de cet État-là. Donc c'est vraiment un truc D'accord. états-unien et non pas mexicain. Mexicain. voilà, on a démarré par du simple, hein, tu vois, vraiment un truc Recette. bateau. Mais tout de sera cuisine. simple. Voilà. Les idées reçues en Non, général, non, elles sont non, simples. non, hein. bah, Ouais, c'est pas très compliqué. non. Je vais te poser donc pareil dans les idées reçues. Donc chers auditeurs, si vous avez des idées reçues qui vous posent des questions, n'hésitez pas à nous mettre sur le fil d'actualité Facebook une question et on essaiera d'y répondre. Le sport fait maigrir. Partout on dit le sport fait maigrir. Alors oui, bon, ça- ça, Moi, je dirais oui quand même. Alors, Le Jimmy, sport, ça fait maigrir. tu penses que le sport fait maigrir? Bah, le fait Nathalie. de courir. Moi, je pense pas que ça fasse maigrir. Je pense que ça transforme le gras. Oui, en voilà, muscle. en muscle. Stéphane. Ça rend pas moins lourd, mais c'est. alors, Moi, personnellement, je sais pas, je faisais du sport, j'avais un certain poids, j'en fais plus, j'ai beaucoup plus de poids. alors, écoute, Donc, tu m'as vu là tout à l'ure quand je suis arrivé dans le studio, tu m'as Oui. dit, purée, toi t'as décollé quoi. tu as maigri. Depuis la dernière fois que je t'ai vu, tu as maigri. Mais entre-temps, il y a eu le Covid. Alors, Bon, il y a eu le confinement avant. Il y a eu il y a eu le confinement. confinement, c'est vrai qu'on mangeait différemment pendant le confinement, mais en fait, voilà, pour répondre à ta question, et c'est une idée reçue. Tu sais, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours couru. Alors, je repars à la préhistoire. L'homme a toujours Pour couru. chasser. Déjà, pour chasser. 2, c'était des peuples qui migraient, qui changeaient de région à chaque fois en fonction des climats. Ils allaient chercher de la nourriture ailleurs, donc ils ont été obligés de courir pour se déplacer quand même assez vite d'un point à un autre. Ils couraient pour échapper aussi aux prédateurs. Il y avait Bien quand sûr. même des animaux qui les pourchassaient. Ah oui. Ils n'étaient pas armés comme maintenant. Donc forcément, ils étaient obligés de courir pour survivre, que ce soit pour manger, pour chasser ou pour fuir un ennemi. Il y avait des tribus qui s'agressaient. Et puis, avec le fil des temps, eh ben, l'homme a arrêté de courir, voire même de marcher. L'homme a arrêté de manger la viande crue, ou même la bête avec les dents. On est passé aux petits plats en barquette saturés de gras et de sucre qu'on fait cuire tout seul au micro-ondes. Et puis l'homme a commencé à grossir, et puis l'homme s'est dit, ben merde, il faut que je maigrisse. Et pour maigrir, eh ben, il faut que je refasse du sport et que je me remette à courir. Donc tu vois, c'est un peu le paradoxe de l'humanité. On est passé d'un mode très 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 actif et migratoire à un mode sédentaire, Sédentaire, ouais. où on accumule le gras, le sucre, etc. On fait plus rien. On est Donc si on assis. fait du sport, est-ce qu'on maigrit?
Et donc on s'est dit, bah tiens, je vais courir pour maigrir, je vais faire du sport pour maigrir. Or, ça ne marche pas comme ça. Le sport ne fait pas maigrir. Parce que pourquoi ? Le corps, pour fonctionner, a besoin d'énergie. Et l'énergie du corps, elle est essentiellement fournie et produite par l'alimentation. D'accord ? Comme ça. Et la propriété du corps, c'est qu'il est extensible. Contrairement à un réservoir d'essence, où si tu mets de l'essence, et puis au bout d'un moment, quand le réservoir est plein, bah, ça déborde. Le corps, lui, non. Il déborde pas, mais il va stocker. Et plus tu manges sucré, alors c'est pas le gras qui fait grossir, attention, hein, ça c'est une idée reçue. Hein. Plus tu manges sucré, et il y a du sucre absolument. C'est mon erreur, je crois. Il y a du sucre absolument de partout. Le vin c'est sucré, la bière c'est sucré, les pâtes c'est sucré, la viande est sucrée. Certains légumes sont très sucrés. La tomate et la carotte sont les plus sucrés des légumes qui existent. Et pourtant tu te dis je mange des légumes, mais en fait tu manges aussi du sucre. Le pain est sucré. Tout ce qu'on mange, il y a 80% de ce qu'on mange, même les yaourts qui sont nature et non sucrés, ils sont sucrés. Donc c'est du sucre. Et si tu ne brûles pas ce sucre, eh ben, il va se stocker. Et le problème du sucre, c'est qu'il se stocke en forme de graisse. Alors, chez nous, les hommes, la graisse eh ben, va se stocker essentiellement sur le ventre. Chez les femmes, il va se stocker ailleurs. Dans les fesses. Et essentiellement sur les fesses, la culotte de cheval, etc. Donc, c'est les gros points de stockage de la graisse chez l'être humain, homme et femme. Donc, faire du sport, ça va faire quoi ? Si tu brûles pas cette graisse, le sport va pas t'aider à brûler la graisse. Il va juste t'aider à consommer les glucides et l'énergie que tu peux avoir, mais il va juste transformer ton muscle. Le muscle, tu vas ton pas... gras en muscle. Non, pas forcément le gras. Pour éliminer le gras, il faut juste manger différemment. C'est juste l'alimentation qui est importante. Mais le fait de faire beaucoup de sport, ça va modifier tes muscles, les tonifier, les durcir, les faire gonfler. C'est ce qu'on appelle la masse maigre. Dans le corps, on a la masse maigre qui sont les muscles et les os, et la masse grasse qui est justement le stockage de graisse. Donc, faire du sport à outrance, quelqu'un qui va faire 150 abdos par jour pendant 3 mois ne va pas perdre un seul gramme. Il va transformer sa silhouette, il va avoir des beaux muscles, beaux à voir, des beaux abdos, bien toniques, bien tonifiés, etc. Mais il ne va pas maigrir pour autant. Parce que pour voir les abdos, ben, il faut que tu enlèves tout le matelas de graisse qui est au-dessus. D'accord. Parce que tu peux avoir des abdos béton avec un matelas de graisse, et tes abdos, tu ne verras jamais les tablettes de chocolat qu'ont les mecs qui font du culturisme. Donc, le sport fait maigrir, idée reçue. Non, le sport peut contribuer à un amincissement à condition que tu aies un régime alimentaire associé au sport. C'est très bien de faire du sport. Il vaut mieux faire 30 minutes de marche active un peu tous les jours en allant au travail que de faire 15 jours par an du sport à outrance en disant je vais me préparer pour l'été et puis je fais que 15 jours de sport. Oui, parce que si tu vas courir mais qu'après tu manges une raclette... Exactement. Voilà. On s'est aperçu que quelqu'un qui fait du sport, par exemple 3 fois par semaine, donc quelqu'un qui fait 3 fois 1 heure par semaine de sport régulièrement, il va consommer 1500 calories. Il va brûler 1500 calories. Or, 1500 calories, c'est juste l'équivalent d'un repas, quoi. Ouais, voilà, une pizza. Ça. C'est-à-dire qu'en une semaine, tu vas juste éliminer une pizza. Alors, on va changer de thème parce que sinon, je suis obligé de le couper parce que sinon, sur un thème, il va faire l'émission. Non, je finis juste. Le sport ne fait pas maigrir. Par contre, si tu veux éliminer ta masse de graisse, ben, mange différemment, fais des régimes hypocaloriques, etc. Tu peux manger. Alors, il y a des auditeurs, tu vois. Voilà. Donc, il y a des auditeurs qui nous suivent, il y a des messages. Il y a FLFL, qui est une auditrice fidèle, qui est habituée, qui marque: pensez-vous qu'avec le progrès de la science, il devrait y avoir moins d'idées reçues, ou au contraire, que la science, qui est en perpétuelle évolution, génère ces idées reçues? Pas mal, hein? Alors, des idées reçues, il y en aura toujours. Et y compris le fait de penser ça, c'est peut-être une idée reçue. Mais non, des idées reçues, c'est très difficile de les combattre parce que déjà, il faudrait que tout le monde adhère à la démarche scientifique et qu'ils croient tous sur parole ce que vont dire les scientifiques. Or, le problème de la science, c'est qu'aujourd'hui, une vérité va sortir, mais la science est évolutive, c'est-à-dire que peut-être demain, dans 10 ans, on va trouver autre chose, une autre piste, et ce qu'on a annoncé aujourd'hui, ce sera peut-être faux par rapport à ce qui va être découvert demain. C'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. C'est la vraie différence entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Les croyances n'évoluent jamais. Les croyances, elles sont ancestrales, elles sont millénaires et elles n'évoluent pas. L'astrologie, on va en parler, n'a pas évolué depuis
4000 ans qu'elle existe. Elle a été créée en 2000 avant notre ère. Donc ça fait 4000 ans que l'astrologie existe. Elle n'a pas évolué d'un iota. La science évolue tous les jours. On en est témoin en ce moment avec ce qui se passe au niveau de la Covid. Les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord. Il y a des pistes qui s'ouvrent, on les expérimente et au final, on finit par dire écoute, non, ça marche pas. Donc on part sur une autre hypothèse. C'est un peu ce qui met le climat d'anxiété, d'angoisse auprès des populations. Plus personne ne sait ce qu'il faut faire, ce qui est juste ou pas juste. Voilà, mais pour revenir à la question de l'auditrice, les idées reçues, la science ne les combattra jamais. Elle pourra étudier certaines de ces idées et apporter une réponse. Mais il y en a tellement à foison, on ne pourra pas toutes les étudier. D'ailleurs, ce soir, je n'aurai pas les réponses à tout. Non, écoute, en parlant de réponses à tout, Nathalie, est-ce que tu as une idée reçue à poser comme question Oui, question, moi j'ai une idée reçue. À vérifier. Fais attention à ce que tu vas me demander, Nathalie. La muraille de Chine est visible depuis l'espace. Alors, écoute, si tu as planché sur le sujet, tu dois déjà avoir la réponse. Ouais. Moi, j'avais déjà étudié cette question-là parce qu'évidemment, c'est quelque chose que j'avais entendu déjà tout jeune. Quand j'étais adolescent, même au lycée, on en avait déjà parlé. J'y ai cru pendant longtemps. Je me dis, écoute, oui. Mais en fait, non. C'est impossible. C'est pas parce que, vu de l'espace et surtout de la Lune, on va commencer déjà par la Lune. La Lune, elle se trouve à 385 000 km de la Terre. Or, à cette distance-là, la muraille de Chine faisant à peu près 10 mètres de large, même sur une longueur de plusieurs milliers de kilomètres, c'est l'équivalent de voir un objet qui mesure 1 mm à 38 km. C'est-à-dire que si tu te trouves à 38 km entre presque ici et Cannes, si tu arrives à voir un objet qui mesure 1 mm, donc on rapproche, on modifie l'échelle, mais on fait l'équivalence. Il faudra consulter là. Là, il faut vraiment. Alors pourquoi on a dit ça? Pourquoi les gens disent ça? Une idée reçue. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas qui a lancé ça en premier. Sur les réseaux, qui a été dans l'espace déjà. Sur les réseaux, j'ai déjà vu ça passer. Non, mais c'est certainement. Mais c'était bien avant les réseaux. Ça n'existait pas encore les réseaux. Maintenant, si tu es sur la Lune avec un télescope assez puissant, etc., effectivement, tu peux peut-être voir la muraille de Chine, mais à l'œil nu, elle n'est pas visible. C'est impossible. Donc, idée reçue. Idée reçue. Et prouvée scientifiquement, vraiment. Et prouvée scientifiquement. Ah bah oui. Oui. Ok. Jimmy, tu peux poser des questions. Moi, j'en ai une, surtout d'idée reçue, l'hypnose. Moi, j'en ai une, c'est plus qu'une idée reçue. Là, c'est vraiment un vrai débat sur l'hypnose. Alors, on avait fait une émission sur le... Alors, on fera venir, donc on va pas développer, mais... Effectivement, l'hypnose, on avait fait une émission sur l'hypnose et où on a parlé de l'hypnose médicale et l'hypnose de spectacle. De spectacle. Voilà, donc tu as, toi, subi de l'hypnose de spectacle. On refera une émission dans l'année, en 2021, puisque l'année, ça arrive très vite. On fera une émission sur l'hypnose et on fera venir, on a quelqu'un du groupe qu'on connaît qui fait de l'hypnose médicale. Cyril. Et on l'invitera, Cyril, qu'on connaît très bien, puisqu'il fait partie du club de magie de Monaco. Il fait de l'hypnose médicale. Donc on l'invitera pour qu'il puisse parler de ce qu'il connaît, l'hypnose médicale. Par contre, Stéphane est capable de parler de l'hypnose pendant une heure de spectacle. Je peux t'en parler pendant une heure et on vous dit, et on va pas développer ce soir, mais on en a parlé hors antenne, ça n'existe pas. Alors, c'est pas une idée reçue. Il faut considérer ça comme du spectacle. Voilà, comme l'a dit Jean-Luc, tu as l'hypnose thérapeutique qui, elle, fonctionne sur certaines pathologies. Elle ne fonctionne pas à 100% non plus. Il y a vraiment certaines pathologies sur lesquelles elle fonctionne vraiment bien. Ça, c'est pas une légende urbaine, c'est vrai, ça marche. On utilise l'hypnose médicale dans les hôpitaux pour aider des patients à subir des opérations. Alors certes, pas des opérations très lourdes, mais des opérations qui nécessiteraient normalement une anesthésie générale. Et grâce à l'hypnose, on peut se passer de l'anesthésie générale parce qu'il y a des composants qui font que certains sont allergiques à ces composants de l'anesthésie. Donc on ne peut les anesthésier que localement. Mais on va les mettre dans un état de relaxation extrême qui va faire qu'ils vont moins subir et moins souffrir de la douleur et de l'angoisse. L'hypnose que tu as vécue, toi, en expérience, et je doute pas de ta sincérité, c'est du spectacle, et ça, on peut en parler pendant des heures. Parce que je l'ai quand même... Tu l'as vécu. Je l'ai senti. Il y a des choses qui sont forcément. quand même... Mais forcément. Quand le mec il s'est assis sur moi, que j'étais droit comme un piquet, et que j'étais juste entre deux chaises, la tête sur une chaise et les pieds sur l'autre chaise. Ça s'appelle la catalepsie. C'est quelque chose qu'on utilise en magie. On peut le faire ici tout de suite, maintenant, sans hypnose. Je te le fais sans hypnose. Alors ça marche aussi bien. On fera, ce soir on n'a pas les caméras pour, mais on vous fera aussi une démonstration que tu peux soulever quelqu'un qui fait 100 kilos qu'avec 2 doigts.
à 4 personnes. Wow. Et ça, on vous montrera comment ça fonctionne. On l'a testé déjà plusieurs fait fois. plusieurs On fois l'a testé et- plusieurs fois en spectacle. et la Je vais bien dire, catalepsie. Et je te prie de croire qu'on va chercher 4 personnes dans le public qui sont en frêles, pas des costauds, et que ces 4 femmes frêles peuvent soulever quelqu'un de 100 kilos avec 2 doigts. Je l'ai fait à la fête de la science Et au on parc l'a fait. Valrose en octobre il y a quelques années. C'était toute une classe de collégiens, donc il y avait entre 14 et 16 ans, qui étaient venus à la fête de la science en groupe et on avait fait une expérience comme ça de soulever alors leur professeur qui pesait à peu près 98 kilos. C'est 4 jeunes filles. De 14 ans, je peux pas te dire les muscles qu'elles avaient parce qu'elles n'en avaient pas des masses. Elles l'ont soulevé, elles ont bien soulevé le gars. Il a décollé. Hein. Alors on vous expliquera plus tard. Bon, Mais on on va vous pas, expliquera. on va Je pas, demande bien avant, ouais. voilà, on va pas déraper Donc, ce soir non, ce puisque sont des techniques. on est sur les idées reçues. Et il y a une auditrice qui marque. C'est un auditeur. Un auditeur, pardon. Remets les choses à leur place. parce Didier que Une Brûlé. auditrice n'aurait pas pu dire ça. Qui marque les femmes sont des casse-pieds. C'est une idée reçue. On va pas y répondre. On va pas y répondre, Didier. Je ne suis voilà, on pas va. dans la guerre des ménages. Voilà, on va pas y répondre à celle-ci. Alors, dans les idées reçues, Einstein disait on n'utilise que 10% de notre cerveau. Ah oui, ça. On va en Ça, faire c'est- encore alors, 2-3, ça, puisqu'après je pense on va que parler d'astrologie. Hein, donc, on regarde Oui, la pendule. on a largement Encore le temps, mais Alors, Einstein disait on n'utilise que 10% de son cerveau. Il y en a qui, je suis sûr qu'il y en a qui l'utilisent beaucoup moins. Ça, c'est sûr. Alors, non seulement c'est une idée reçue, mais en plus c'est complètement mensonger parce que Einstein n'a pas dit ça du tout. Déjà, c'est pas de lui, donc. Si, c'est de lui, mais il a pas dit ça. D'accord. Il a dit exactement on n'utilise que 10% de notre cerveau simultanément. Donc tu vois, Pour sortir la certaines- phrase de son Tu contexte. sors la phrase de son voilà. contexte, elle veut de tout Oui, dire d'accord. et son contraire. C'est Donc, ça. parce que ça a fait la part belle. Les gens qui reprennent la phrase d'Einstein en coupant la fin de la phrase s'en servent comme argument pour dire, eh ben, vous voyez, si on n'utilise que 10% de notre cerveau, ça veut dire que les 90% qui restent, Il est on capable de peut faire. les utiliser pour développer des capacités un petit peu extraordinaires, pour développer des dons. Et donc, nous, les voyants, les médiums, les magnétiseurs, on utilise ce Et 90%, potentiel ouais. du cerveau qui n'est pas utilisé pour développer nos compétences et notre don. Et on le met au service de l'humain. Ça justifie du coup. Et ça justifie, du coup, alors c'était vraiment l'argument de vente pour faire passer le message auprès des crédules qui se disent ah ouais, tiens, pourquoi pas, c'est vrai. Alors si Einstein dit effectivement que 90% de notre cerveau n'est pas utilisé, à quoi il peut être utilisé donc ? Donc logiquement, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir des dons surnaturels grâce à ça. La vérité, en fait, c'est que avec l'imagerie médicale qu'on a aujourd'hui, on sait très bien, soit par IRM, soit par les images en infrarouge, etc., au niveau des stimuli du cerveau, qu'on voit travailler en temps réel maintenant le cerveau, on sait que 100% du cerveau travaille. Si tu as une zone du cerveau qui ne travaille pas, je ne sais pas dans quel état tu peux être. Hein. Ben Mais oui. tout le cerveau travaille. Alors c'est vrai qu'on va puiser dans certaines zones Plus que dans d'autres. Oui. Le cortex préfrontal, par exemple, il va te servir quand tu fais des calculs, quand tu vas analyser des problèmes de logique, tu vas faire appel au cortex préfrontal qui va s'illuminer, alors que d'autres zones où tu n'utilises pas, par exemple, tes souvenirs, où tu n'utilises pas la parole, ces zones-là vont être éteintes momentanément, puisque tu ne parles pas. Bien Donc sûr. cette zone va être éteinte, mais elle fonctionne. Bien sûr. La zone des poumons, elle fonctionne en permanence, parce que c'est inconscient, c'est le cerveau qui fait fonctionner ton cœur, les battements de ton cœur, ton poumon, ta respiration, tes muscles, c'est inconscient. Quand tu tends la main, des fois tu as le réflexe. Ton cerveau travaille, et ton cerveau travaille à 100%. Donc 10%. Mais pas simultanément. Mais- J'ai une question par rapport à ça du coup. Parce qu'il y a plein de questions sur le fait qu'une mère et son enfant ou des jumeaux puissent avoir une connexion et que certains. Enfin, je sais pas, c'est par rapport au cerveau justement. Ouais. Que ça ait une sorte d'ultrason ou je sais pas comment ça marche. Tu veux dire que les Même avec jumeaux les- souvent ont des Ouais. comportements identiques. C'est donc ça, tu te ouais. dis qu'il y a peut-être le cerveau. Alors c'est qui- peut-être qui- une idée reçue encore. Alors, ça. Un Tu lien peux entre pas les- répondre. Je peux pas répondre très précisément en t'apportant une réponse affirmative et purement scientifique, mais on a étudié les cas des jumeaux. Il y a énormément de jumeaux qui ne ressentent absolument rien par rapport à leurs frères quand ils sont éloignés. De temps en temps, ça arrive, mais est-ce qu'on met ça plus sur le compte de l'intuition ? Est-ce que ce sont des faits qui ont été relatés par la famille elle-même et qui
entretiennent peut-être aussi une légende. Moi, je connais beaucoup de jumeaux qui ne ressentent absolument rien quand il arrive quelque chose à l'autre jumeau. Donc, il faudrait faire une analyse mondiale sur tous les jumeaux qui existent. Ça doit exister. C'est très compliqué. Il faudrait Non, recenser ce déjà. type d'analyse, d'études, je pense Il y a que ça doit peut-être exister. effectivement des coïncidences qui se passent, mais on n'a jamais mesuré un flux connectif ou cognitif entre une mère et son enfant. Il y a de l'intuition, il y a certainement des connexions. Ça t'arrive très certainement de penser à quelqu'un et que la personne que tu n'as pas vue depuis X temps t'appelle. Tu le vois le lendemain. Alors, Ça m'est déjà arrivé, oui. C'est de la pure coïncidence sur la loi des grands nombres. Alors, Quand ça t'arrive, tu te dis c'est magnifique, mais ça arrive des millions de fois par jour à D'accord. plein d'autres personnes. il y a une auditrice, Isabelle, donc ça c'est encore la famille, comme quoi la famille écoute, c'est ça qui est bien. On a au moins des auditeurs, on sait qu'on a la famille. Qui marque, et les coupeurs de feu. Les barreurs de feu, oui. Les barreurs de feu, c'est quoi exactement? Je sais même Ah, pas. ça, les barreurs de feu, On alors en les- avait parlé on aussi en la avait dernière parlé fois, aussi, ouais. ça fait partie des croyances un petit peu locales. Alors les On barreurs va de pas développer, mais c'est quoi on va en pas fait développer. En fait, c'est les gens qui ont le pouvoir d'imposer D'enlever. leurs mains ou même à distance. Je sais qu'il y en a qui le font par D'accord. téléphone, de calmer une brûlure, voire de la faire disparaître quand tu t'es brûlé avec un tison, une braise, etc. Bon, ou une plaque C'est Ça pour fait- mon grand-père, ça. Mais moi, savez je ce que- l'ai, vous savez moi, ce je que l'ai j'en vécu pense ça. Alors un peu Voilà. comme Jimmy qui a vécu l'hypnose. Moi, je l'ai vécu parce que je me Bien suis sûr. brûlée. Mais Stéphane m'avait démontré que effectivement, c'est peut-être le temps que, en plus par téléphone, on me l'a fait. Ouais. Parce que j'y croyais Ouais. pas. Hein, j'étais Le comme temps qu'il toi, te ouais. parle et tout, c'est. Bah, le temps que tu contactes voilà, la la personne. brûlure s'est calmée en fait. D'accord. En fait, pour expliquer à l'auditrice, bon, les barreurs de feu, ça a été démontré. Alors, par contre, c'est surtout dans le Dauphiné, qu'il y a eu voilà, il y a énormément de barreurs de feu dans ces régions-là de France, et ça fait partie de la culture, ça fait partie des traditions d'un village. Moi, j'ai rien contre ces gens-là. Au contraire, s'ils peuvent soulager des personnes et que les gens y croient et que ça fonctionne, tant mieux. Ça peut C'est ce qu'on fonctionner. disait en début d'émission. Voilà. Hein, attention, on n'enlève aucune croyance aux Non, gens non, qui y non. croient. Nous, on essaye d'expliquer scientifiquement Voilà. qu'il y a des choses qui n'existent pas. Alors, ça que existe, il- et puis effectivement, il y a un effet. Effectivement, les gens qui ont Comme consulté le un placebo, barreur de quoi. feu, il y a eu des effets où les brûlures ont disparu. Maintenant, quand on fait de la zététique, on se pose légitimement la question, est-ce que la brûlure, elle a disparu d'elle-même parce que le corps fait des miracles, Bien sûr. ou est-ce que vraiment ce monsieur a eu de l'influence? Quand on connaît la réponse, on laisse libre choix à tout le monde de croire à ce qu'il veut. Voilà. Mais on a étudié le phénomène des barreurs de feu, et nous qui sommes des scientifiques, on n'est pas forcément des médecins, parce qu'attention, la science, il faut bien comprendre que le mot scientifique ne veut pas dire que la personne qui est en face de toi, qui se dit scientifique, a la réponse à tout. On est scientifique que dans son domaine. Le scientifique qui étudie la mécanique des fluides, il n'aura aucune compétence dans le scientifique qui fait de la physique moléculaire. Par contre, il aura le raisonnement. Il aura le raisonnement, il aura la démarche de la recherche et de l'expérimentation, mais il n'aura pas la réponse dans quelque chose qui n'est pas son domaine. C'est comme si tu demandes son avis à un boucher pour t'expliquer est-ce que la voiture que je vais acheter, elle a un moteur suffisamment puissant et bien réglé. Voilà, c'est pas les Ok, mêmes mon cher domaines. Stéphane, j'ai l'œil sur la pendule. Vous savez très bien que je dois gérer le timing de cette émission et qu'il est 19h32 déjà Passe et qu'on vite. pourrait. Ça passe très vite. Hein. Ouais. Vous avez vu une émission avec Stéphane, je peux vous dire que ça passe très très vite, les émissions. On va encore faire 2 idées reçues. Est-ce que tu as 2 idées reçues? On va essayer d'aller assez vite puisque je voudrais quand même qu'on aborde ce sujet. Alors, sur l'astrologie, on ne pourra pas développer, mais on va essayer d'en parler un petit peu. On va faire un petit tour d'horizon. Voilà, sur un petit tour d'horizon. Et ça fera peut-être le parti du thème d'une autre émission, puisque Oui. les idées reçues, celle-ci, c'est un peu la fin d'une émission où on n'avait pas pu tout développer. Et le hein. début d'une nouvelle saison Et sur nous- un ton un peu léger. Un aussi. peu léger, Non, exactement. pour finir avec l'auditrice tout à l'heure sur les barreurs de Il y a feu. aussi Nathalie qui pose des questions. Comme mais je bon. disais, on n'est pas compétent dans tout, donc forcément, quand on parle de brûlure, on s'adresse avant tout à un dermatologue. Et nous, on est allé voir des dermatologues pour qu'ils nous expliquent ce qu'est une brûlure, comment elle réagit, comment elle disparaît, comment elle apparaît, quels sont les processus de la peau et de guérison qui font que, au bout d'un certain temps, selon le degré de gravité, elle va disparaître ou pas. Donc, on a consulté d'abord les spécialistes de la brûlure. Et quand on a compris le mécanisme, on s'est rendu compte qu'effectivement, bien souvent, des brûlures disparaissent d'elles-mêmes en moins de 24 heures et il n'y a plus aucune trace, en fonction de l'âge aussi de la personne. Oui, bien sûr. Une brûlure sur un enfant va disparaître beaucoup plus vite que sur une personne qui a 70 ans parce que la peau se régénère beaucoup plus vite, etc. C'était tout ce que je voulais dire. Voilà, merci mon cher. Donc, on va classer ça dans les idées reçues. Voilà, donc idées reçues ce soir. Allez, on va faire encore 2 petites idées reçues. Une, Nathalie, tu vas en proposer une et puis j'en propose une pour terminer. Ok, Il est donc moi, 19h34. c'est la foudre
ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Ça, c'est faux. Alors c'est faux. Ouais, ça, c'est faux. Même Jimmy, ça, Jimmy c'est va faux. expliquer. Ah bah ça, je Alors, sais pas comment expliquer, mais c'est déjà été prouvé que la foudre est tombée 2 fois. Elle peut tomber 2 fois au même oui. endroit. elle peut Ça tomber dépend de 2 fois au l'épi- même endroit. Ça dépend du canal qu'elle utilise par rapport à la décharge entre le côté Il y a négatif. des gens qui ont été foudroyés plusieurs fois. Ouais, aussi, oui. Donc, on on Pas voit, forcément au ça même s'appelle endroit. pas de bol. Ça s'appelle pas de c'est bol. vraiment pas de chance. Vraiment ouais. y chercher le mec. Hein, qui... non, mais la foudre, évidemment, elle peut tomber plusieurs fois au même endroit. Mais évidemment, voilà, ça c'est un Logique, phénomène dans le que sens je où- n'ai pas étudié scientifiquement parce que ce serait vraiment très technique d'expliquer pourquoi au niveau de la décharge entre le positif et le négatif qui est créé déjà par la Terre qui est négatif et le positif par les sûr. décharges, l'électromagnétisme des nuages et de l'atmosphère, les frottements. Donc, mais oui, bien sûr, on le sait, elle peut tomber plusieurs fois au même endroit. Tant la qu'elle foudre. Parce arrive au sol, qu'apparemment, elle tombe sur l'Empire State Alors, Building. on dit que la foudre tombe, en fait, elle part du sol vers le ciel. Hein. Elle remonte. Elle remonte. C'est vrai, en plus, j'en avais entendu. Voilà, donc Non, mais c'est- c'est- tu vois, ça C'est c'est fort, ça, non, mais c'est- c'est vrai que c'est. c'est une erreur de langage. On dit que la Ouais. foudre elle tombe, elle ne tombe pas. Hein. Elle part pas du ciel. C'est une charge électrique. c'est une charge électrique qui remonte, qui remonte de la terre vers. Vers le ciel. vers le ciel. l'humidité, puisque le ciel est chargé en humidité. Et donc, en électrons positifs. Voilà, en électrons positifs. Voilà, mais ça, on va pas développer non plus, puisque ce soir, on Ça peut essaie aller loin. d'aborder succinctement Ça peut aller très cette loin. émission zététique. Oui. C'est qu'une émission Non, mais tu zététique. fais une émission avec Stéphane, tu restes 3 heures. On peut faire Ça me 3 heures dérangerait pas. d'émission sans Et souci. soit on reste copains, soit on se dispute à la fin. Alors bon, on a quand même l'intelligence d'inviter autour de la table des gens qui vont pas se bagarrer, Non. des intelligents. On verra, peut-être un jour on invitera peut-être des Mais gens. tu sais, qui- il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais Des alors, attendez, charlatans. vous êtes d'une tristesse, monsieur, parce que vous brisez les rêves de C'est vrai tout que le ça monde. brise tous les rêves. ouais. Je dis mais attendez, c'est pas un rêve de se faire avoir par un charlatan. Moi, le rêve, c'est de découvrir la science. Ça, c'est un rêve. C'est magnifique la nature, de savoir comment elle est construite, comment ça évolue, tout ça. Ça, c'est le côté rêveur de la science. Bien sûr. Mais Après- on laisse les gens rêver. C'est juste que ce soir, Après, ceux je te qui donne nous un écoutent- exemple. Quand on me pose une question, on me dit tiens, écoute, moi je vais aller manger dans ce restaurant. Qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis écoute, moi j'ai plusieurs amis qui sont allés, c'est pas top. L'accueil il est mauvais, la bouffe elle est moyenne. Tu vas dépenser cher pour un. Et puis plein de gens me disent la même chose. Et le gars me dit écoute, merci, je te remercie, je vais éviter ce restaurant. Pareil, ce garagiste là, est-ce que tu penses qu'il est bon? Tu sais, il a entubé pas mal de gens, c'est un charlatan. Bon, écoute, super, merci de ton conseil. Du coup, je suis allé en voir un autre et tout. Mais dès que tu commences à attaquer les croyances des gens, Tu les déranges. Qu'est-ce que tu penses de ça, l'homéopathie, tout ça? J'ai dit ce que je pense, je dis ce que j'ai étudié. Et là, ils me disent ouais, mais t'es un emmerdeur, quoi. Putain, pourquoi tu me laisses pas croire en ce que je crois? Alors, pour le garagiste et le restaurateur, ça marche. Mais Ça dès marche. que tu contredis des croyances de quelqu'un qui sont vraiment ancrées, tu passes pour le briseur de rêve alors que tu viens juste de dire la vérité et Après, de lui démontrer qu'il faut qu'il fasse Le- gaffe. L'homéopathie, c'est Alors, pareil. on pourra j'ai pas été traité, répondre à tous les messages qui me tombent, comme Didier qui pose encore des questions si la lune a vraiment, la pleine lune a réellement un impact. Il y a aussi Nathalie tout à l'heure qui posait des questions, une question qui marquait que sa mère a toujours été malade à la place de sa sœur lorsqu'elle était, celle-ci Enceinte. était enceinte. Voilà, donc c'est des petits messages, mais on va pas développer. Ça, puisque sur la lune, il est- vu que ça touche à l'astrologie, je peux répondre. Voilà, on va en parler tout à l'heure puisqu'il est déjà 19h37 et qu'on va aborder donc le thème de notre émission. Je pensais pas qu'on allait faire aussi longtemps sur les idées reçues, mais bon, il y aura d'autres émissions zététiques. Il y en a pas assez, je sais, chers auditeurs, je sais qu'il y en a pas assez. C'est pas mal. hein. Puisque c'est des émissions où vraiment on apporte des réponses à certaines choses et j'adore ces émissions. Et Stéphane est toujours très calé pour y répondre. Et donc du coup, le dernier c'était le Coca-Cola attaque l'estomac. Non, on va pas y répondre. On va de suite passer à la deuxième partie de l'émission. Bien On sûr. va parler d'astrologie. Stéphane, le monde de la zététique. Voilà, on est de retour donc le monde de la zététique avec Stéphane. On avait prévu donc il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour parler d'astrologie et donc je suppose Stéphane que l'astrologie de même tu n'y crois pas. Alors, chers auditeurs, je Quelles fais sont les bien croyances attention. de Stéphane Je prends des pincettes. On parle de ce qu'on dit ce soir. On ne vous oblige pas d'y croire. On parle. Voilà, Stéphane donne son point de vue. Scientifique. On donne scientifique, on donne tous le sien autour de la table. Après, ceux qui veulent y croire ou n'y croient pas font comme ils veulent. En tout cas, moi personnellement, j'y crois pas non plus. Alors, bon, ce n'est pas mon point de vue, c'est quelque chose qui a été étudié, qui a été vérifié de toute façon. L'astrologie. Alors, l'astrologie, il faut savoir que ça date quand même de, je disais tout à l'heure, à peu près 4000 ans, puisque les premières traces ont été répertoriées en 2000 avant notre ère. Il faut savoir que l'astrologie était essentiellement destinée à l'époque aux monarques
C'était pour le royaume qu'on faisait de l'astrologie, et ce n'était pas du tout l'astrologie voyance un petit peu, parce que là en ce moment à notre époque en contemporain on se dit l'astrologie c'est quand même des gens qui nous prédisent un peu l'horoscope, ce qui va nous arriver, c'est quand même un effet de prédiction et de voyance à court terme ou moyen terme ou long terme. L'astrologie de l'époque c'était juste étudier la configuration du ciel pour savoir si elle était propice à la construction de temples. Est-ce que c'était le bon moment de construire un temple? Est-ce que c'était le bon moment de cultiver les terres du royaume pour qu'elles soient productives, etc. C'était pas une astrologie qui était destinée à l'horoscope individuel que l'on peut avoir maintenant. Comme on a dans les journaux, comme on a à la radio. Ouais. C'est exactement ça qui fait la différence entre l'astrologie d'il y a 2000 ans, qui était vraiment destinée au royaume et aux monarques, parce qu'on considérait les monarques comme des divinités. Voilà, c'était des demi-dieux sur Terre qui étaient arrivés pour régner et pour commander des peuples. Ensuite, les premiers horoscopes sont apparus à peu près 400 ans ou 250 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ, donc c'est un peu plus récent. Et là, les horoscopes ont été destinés plus à l'humain et à l'individu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Sur quoi ça se base? Et qu'est-ce que c'est qu'un horoscope et sur quoi ça se base? Les anciens, à l'époque de Ptolémée déjà, en Mésopotamie, les premières traces qu'on retrouve, c'est en Mésopotamie. Les anciens se sont aperçus que dans le ciel, il y avait le cheminement du soleil toute l'année, ce qu'on appelle les astres en fait. Les astres, c'est un corps qui est errant, c'est-à-dire qui bouge, qui se déplace. Donc les astres, ce sont vraiment les planètes comme l'étoile, le soleil, Mars, Jupiter, la Lune, notre satellite, etc. Ce sont des objets qui se déplacent dans le ciel régulièrement en utilisant toujours à peu près la même trajectoire. Et donc, ils se sont aperçus que ces astres-là, et essentiellement le soleil, passaient toujours devant les mêmes configurations d'étoiles. Alors le ciel bouge un petit peu, mais il y a quand même une zone du ciel qui reste toujours au-dessus de l'horizon et que l'on voit toute l'année. Autour de la rotation de la Terre sur 365 jours, le Soleil passe devant ces constellations. Pourquoi est-ce qu'ils ont imaginé que ces constellations pouvaient avoir un impact sur le moment de la naissance d'un individu? Ça, on ne le sait pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont donné des formes d'animaux? Le zodiaque, le cancer, le scorpion, poisson, la vierge, le capricorne, le verseau, etc. Poisson, Il n'y a pas que des animaux, mais il y a aussi des personnages qui font partie, les Gémeaux. Pourquoi est-ce qu'ils ont donné ces traits imaginaires qui forment, grosso modo, parce que je mets au défi à quiconque de trouver à quoi ça ressemble un Gémeaux quand tu vois un amas de 15 étoiles. Il faut avoir beaucoup d'imagination quand même. D'autant que quand tu regardes le ciel, il n'y a pas que ces étoiles-là, hein, il y en a plein d'autres derrière. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris celles qui sont derrière? Si on part du principe que les étoiles, les planètes ont une influence sur notre corps, au moment de notre naissance, et il faut prendre en compte toutes les planètes qui sont autour et toutes les étoiles. Pourquoi une spécialement, celle qu'on a dessinée, parce qu'on a dit qu'elle s'appelait le Scorpion? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas quel était le choix arbitraire de vraiment ces constellations. Le choix. L'astrologie, c'est en fait de savoir qu'au moment de la naissance, on regarde par rapport à la Terre, à l'endroit où on est, l'alignement du Soleil et à quelle constellation, dans quelle constellation il se trouve au moment de ta naissance. Si tu es né au mois de mai, certainement, il va se trouver le Soleil pile poil dans la constellation du Taureau. Les gens qui sont nés au mois de mai. Au mois d'avril. Ou au mois d'avril. Il y a les décas. Il y a les béliers, etc. Non, mais c'est jusqu'au 21, donc après Alors, ça change. C'est ça, c'est Gémeaux. Partons du. C'est ça qui a défini le zodiaque. En fait, c'est la position du Soleil vue depuis la Terre qui passe dans telle ou telle constellation. Le seul problème pour un scientifique et pour un zététicien, c'est de se dire attends. Qui sont les meilleures personnes pour nous parler du ciel? Ce sont les astronomes. Oui. C'est eux qui connaissent le ciel parfaitement. Eux, ce sont les techniciens des étoiles, des planètes et des astres. On pose la question. Il n'y a aucun astronome sur la planète qui ne cautionne l'astrologie. Aucun astronome ne peut cautionner l'astrologie. Tout simplement parce que... Là, il a cassé un mythe. Non, je ne casse pas de mythe. Je dis simplement la vérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cautionner quelque chose qui part déjà sur un constat qui est faux.
Et pourquoi Alors- le constat est faux? Alors moi j'ai une petite idée. J'ai entendu dire qu'il y aurait 13 constellations et on part sur 12 constellations. Exactement. Il y en aurait 13 Il y en qui a existent. 13. Voilà. Donc on part sur un constat qui est faux parce que si vraiment la base de l'astrologie c'est de se dire on regarde la position du soleil quand il traverse autour de 365 jours par an les constellations, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris en compte une des plus grosses constellations qui existent qui s'appelle Ophiuchus, qui est la constellation du Serpentaire. C'est-à-dire elle se trouve juste à côté du Scorpion, qui est une toute petite constellation. Et la constellation de Ophiuchus, elle est à peu près 4 fois plus grosse que celle du Scorpion. Donc elle Ça veut n'existe dire pas, que elle le n'existe soleil- pas en astrologie. Donc, si tu veux dire. Le soleil, il passe vraiment dedans pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Je crois qu'il y passe à peu près plus de 28 jours dans cette constellation, Parce que alors moi- que dans le Scorpion, il n'y passe que 4 jours, le soleil. Et pourtant, on dit que le Scorpion, il dure 1 mois. Parce que c'était facile de faire coïncider les 12 mois de l'année, il fallait qu'on trouve 12 constellations et le calcul D'accord. marchait La bien. 13e, elle enquiquinait un peu tout La le monde au milieu. 13e, quoi. C'est ça. enquiquiner tout le monde, mais pourtant elle est là, elle est énorme. Le soleil y passe vraiment dedans, elle fait partie du zodiaque, mais on n'en parle pas de cette constellation. Elle a été occultée complètement. J'ai juste parce que j'ai retrouvé un livre astrologique de ma naissance il y a pas très longtemps, il y a peut-être Ouais. 6 mois, et il arrive à décrire ça, parce que ma mère elle y croit beaucoup. Et dans ce livre, il y a écrit les moindres détails de ma personnalité et même de ce que je vais faire plus tard. Ouais. Ça a même écrit journaliste, etc. Bon, c'est mes études. J'ai pas dit que je ferais ça plus tard, mais c'est mes études aujourd'hui. Et ça correspond au moins à 70% de ce que tu es maintenant. Oui, Exactement. mais c'est ça qui est. Et ben il y a eu des expériences là-dessus, et ça je peux t'en parler. Alors, ça c'est la base du zodiaque, et on se dit, deuxième chose, donc déjà on s'aperçoit que c'est faux, il n'y a pas 12 constellations, il y en a 13, elles n'ont pas toutes la même durée, parce que ce qui est facile dans les horoscopes, c'est on te dit, Voilà, ça dure 1 mois. les constellations durent toutes 1 mois, ce qui est faux. Le Scorpion, je te dis, le soleil ne passe que 4 jours dans Ça, la... c'est- Voilà, donc ouais. ce qui veut dire que quand on étudie scientifiquement l'astrologie, mais qu'on passe par les personnes les plus aptes à en parler, les sont les astronomes, astronomes. donc ceux qui sont spécialistes des étoiles, on s'aperçoit donc que, encore, on va mettre ça dans les idées reçues, un petit peu, Ben, entre on guillemets. passe dans une croyance, on passe dans quelque chose qui a été facile, qui date de 4000 ans et qui n'a pas évolué depuis, quoi. Et, d'autant plus que, de façon très scientifique, il y a un outil qui a été sorti, mais qui a été génial par l'équipe du professeur Henri Brock, c'est l'astrozodiaque. C'est de vraiment façon purement scientifique, en prenant en compte la 13e constellation. Tu me donnes ta date. C'est dommage, je ne l'ai pas retrouvé, il est chez moi, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est un petit truc avec des cercles qui tournent un petit peu. Et tu mets ta date de naissance, ton année de naissance, et ça te donne ton vrai signe zodiacal. Alors, je ne dis pas ton horoscope, hein, mais ton vrai signe zodiacal, si on prend en compte que le jour où tu es né, le soleil était dans telle constellation. Et en fait, on s'aperçoit que tout est décalé. Moi, je suis censé être taureau, puisque je suis né au début mai. Comme moi, ouais. Et en fait, je suis bélier. Si scientifiquement, on regarde le vrai zodiaque où je suis D'accord. né, je suis bélier. Donc moi je suis fin avril, ça pourrait être, je suis taureau, mais donc du 24 avril. Et il y ça en a pourrait être- plein en fonction. Alors, je crois que c'est au mois de février. Tous ceux qui sont nés au mois de. Entre décembre et février, je ne suis pas certain de ça, il faudrait que je vérifie, mais ils sont serpentaires. Or, tu n'auras pas un horoscope du Ça serpentaire. n'existe pas dans Mais physiquement, scientifiquement, ils sont dans la constellation du serpentaire et pendant très longtemps. Donc il y a énormément de gens qui sont nés si serpentaires. ça existe dans Harry Potter. Voilà. Serpentard. Serpentard. Après, je veux pas, Griffon. je veux C'est pas vrai que- blesser Isabelle, qui elle y croit. Moi, on fait une généralité des signes astrologiques. Oui. Alors moi, je suis Gémeaux, par exemple. Oui. Je suis Gémeaux aussi. Les Ouais. Gémeaux aussi. Donc tous Mais il y les a- Gémeaux, ils ont double personnalité. Ils sont. Mais c'est Et faux. ça, je trouve c'est vrai. C'est faux. Mais Moi, non, je trouve que c'est moi vrai je pour moi. connais. Regarde, C'est on est taureaux tous les deux On n'a et pas du on tout a la même on n'a pas personnalité. du tout la même personnalité. Dans ma famille, Ouais. il y a 5 scorpions et je peux te dire qu'ils sont tous différents. Déjà à la Tous. base, pareil. Regarde, si les gens qui y croient, bon ok, allez, on dit ça existe, c'est vrai, ça marche. Tu prends 10 journaux différents, t'as 10 horoscopes différents. Et puis je pense que les gens, Donc, du pourquoi coup, ils passent sont une mauvaise différents journée. S'ils lisent le matin que ça va être Tu une te journée conditionnes. pourrie, Alors, ils vont passer une journée pourrie. je peux C'est vrai, te c'est dire que. psychologique. Ouais. Alors moi, je suis quelqu'un que vous connaissez très C'est un bien, sketch des très Beaux terre à Gosses. terre. Donc Je j'étais connais De pas. Raymond DeVos. D'accord. très terre à terre, très proche des zététiciens. Vous me connaissez maintenant depuis longtemps, que je crois que ce que je vois. Et je n'ai jamais cru à l'horoscope. Par contre, à un moment donné de ma vie où j'étais pas bien, Tu l'as lu. on va dire Tu dans l'as ma lu. tête, j'étais pas bien. Voilà, donc j'ai été faire un petit peu de dépression.
je me suis basé à l'horoscope. Je lisais l'horoscope et je l'adaptais à ma journée. En fin de compte, c'est je ça. disais, bah oui, ça c'est vrai. Mais en fin de compte, c'était tout seul, je m'adaptais ce qui était écrit à ce qui était en train de Tu es m'arriver. en train de provoquer. Et je provoquais en fin de compte presque. C'est ce qu'on appelle l'effet cerceau, c'est-à-dire que tu vas justifier ce qui a été fait en provoquant toi-même l'événement qui t'a été annoncé. Presque. Voilà, donc, et puis, mais ça a été que cette période. Et dès que je suis revenu à la normale, entre guillemets. Parce que tu te rends compte, si ils te disent que tu vas passer une sale journée, tous les taureaux de la Terre vont passer une journée pourrie. Exact. Exactement. Non, mais après, voilà, on va passer sur un autre sujet qui va peut-être faire comprendre à tous les gens qui croient à l'horoscope que ça ne peut pas marcher pour tout le monde sur la planète. À savoir que pour ceux qui connaissent vraiment l'horoscope, il y a les signes de terre, il y a les signes de feu, il y a les signes d'hiver, il y a les signes d'été, notamment je pense aux lions par exemple, qui sont un signe d'été, de chaleur, puisque c'est le mois d'août, je crois. Or, ça marche pour qui ? Ben, ça marche que pour nous, méditerranéens et hémisphère nord. Si on considère, et l'astrologie et l'astrologue considèrent que le signe du mois d'août est un signe d'été avec des caractéristiques vraiment propres à l'été, mais alors les Australiens qui sont nés au mois d'août, ils sont quoi eux ? Parce que c'est le plein hiver. Ouais, c'est le plein Un lion de glace. Donc ils sont lions, mais alors d'hiver. Or, ça ne marche plus. L'horoscope ne marche que pour l'hémisphère nord. Et encore, quand je dis nord, c'est une certaine zone, Oui. c'est surtout pour nos régions, nous, européennes et Amérique, sur toute cette zone-là au-dessus de l'équateur, parce que plus on va vers le nord, où le soleil il se couche pas pendant 6 mois, où il ne se lève pas pendant 6 mois, tous ces gens-là n'ont pas d'horoscope, donc ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de destin, puisque le soleil ne passe jamais dans ces constellations-là. Donc, il faut bien comprendre que l'horoscope et l'astrologie qui est née en Mésopotamie, donc tout ce bassin-là autour de la Mésopotamie et tout autour de la Terre, au-dessus de l'équateur, ne reste valable que dans cette zone-là. Tous les gens de l'Amérique du Sud, en dessous de l'Australie, de l'hémisphère sud, ne peuvent pas avoir d'horoscope. Ça ne marche absolument pas. Et pourtant, Parce ça que c'est existe aussi l'inverse. chez eux. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui a été généralisé, mais qui est faux. Ça ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas les mêmes constellations. Alors comment expliquer que dans mon livre ils ont, enfin c'est ça moi qui Alors l'expérience qui a été menée, c'est-à-dire que ça a été mené pas qu'en France, ça a été mené aux États-Unis à grande échelle. Ça a été une expérience mondiale qui n'a pas été faite que sur une centaine de personnes, mais sur des millions de personnes, notamment des étudiants en faculté où tous les gens étaient regroupés, donc c'est facile de choper des étudiants quand ils sont 400 dans un amphi et aux États-Unis certainement plus dans un campus universitaire. On leur a dit voilà. On va vous faire un thème astral personnalisé. Donc, vous allez non pas mettre votre nom, parce qu'il faut que ce soit anonyme, mais juste votre date de naissance, votre heure de naissance. Et en fonction de ça, on va établir un thème astral pour chacun d'entre vous. Ça a pris plusieurs mois. Donc chacun a rempli son questionnaire, sa feuille, etc., en mettant sa date de naissance, etc. Alors ils avaient des numéros, ils n'avaient pas les noms, mais ils avaient des numéros de siège. Alors numéro 1, tac, 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 et puis voilà. Le thème astral leur a été rendu au bout d'un mois. Et on a redistribué, donc le numéro 1, voilà ton thème astral, il est cacheté dans une enveloppe, etc. Et on leur a demandé d'ouvrir tous et de lire leur thème astral. Ça s'est fait dans plusieurs universités dans le monde, pas aux mêmes époques, mais ça a été fait globalement, mondialement. Et à la fin de la lecture, donc c'était quand même 3-4 pages très détaillées avec beaucoup de choses, effectivement, comme tu as pu avoir dans ton livre, très certainement. Et on leur a demandé à la fin de lever la main, tous ceux qui avaient constaté que ça correspondait au moins à 70-80% de leur personnalité. Je crois que la totalité des étudiants ont levé la main parce que ça correspondait entre 75% et 80% de leur personnalité. C'était vraiment eux qui étaient décrites. Et là, les gens qui ont organisé cette expérience ont dit, écoutez, maintenant vous prenez votre feuille et vous l'échangez avec celle de votre voisin. Ils ont échangé. Et c'était pareil. Ça pareil. correspond Ils avaient pareil. tous la même feuille. Ils arrivent C'est-à-dire à qu'ils faire ont des choses pris générales. les feuilles étaient déjà prêtes, ils ont attendu 1 mois pour leur donner pour que ce soit plus crédible, pour faire croire qu'ils faisaient des calculs, mais le discours était déjà préparé à l'avance. C'était exactement le même pour tout le monde. Et tout le monde
s'y est reconnu à 80%. Alors attention, tout ce que vous dit Stéphane ce soir, c'est vérifié. Hein. Il n'invente pas. Non, j'invente pas. Je dis à nos auditeurs, ceux qui nous suivent. Parce qu'il y a un discours, et ça c'est de la technique aussi, c'est un discours qui est tellement généraliste que tout le monde va s'y retrouver dedans. D'accord. Et plus tu vas lire, et plus on va te noyer dans des phrases... oui, alors tu es quelqu'un de confiant, évidemment, tu es quelqu'un de confiant, tu as été une personnalité qui est assez trempée, mais par moment, tu as quand même besoin de soutien, tu as quand même besoin de réconfort. Tu viens de donner... Alors, il y a Najwa, ça peut aller à tout le monde. Ouais. Najwa qui met un message, mais en fin de compte, tu viens un petit peu d'y répondre indirectement, puisqu'elle écrit « Mais aucun astrologue ne donne de crédibilité aux horoscopes. Par contre, un thème astral qui tient compte du jour et de l'heure de naissance est quand même très près de la réalité. » En fin de compte, c'est un peu ce que tu viens de Alors, dire. c'est un peu, en précisant aussi à cette dame, c'est que personne ne peut donner l'heure exacte de naissance. Parce que dans les maternités, alors peut-être que maintenant ça se fait très précisément, mais dans les maternités, déjà, toutes les horloges ne sont pas forcément réglées à la bonne heure. Moi, je te parle de ça d'il y a une vingtaine, trentaine d'années, hein, parce que maintenant, c'est vrai qu'on a des trucs numériques, etc. Ils sont pilotés à distance, on a une heure. Mais le médecin va pas dire il est né à 20h38, il va dire bon, il est né à 20h30. Tu vois, parce que voilà, en gros, grosso modo. Il y a 20 ans quand même, parce que moi, mon dernier, il est né à 4h57. Quoi. Voilà, Et 4h57, mais il y en a beaucoup qui ne le faisaient pas. Donc, si l'heure exacte est vraiment utile, il faut vraiment qu'elle soit exacte, l'heure. Et il y en a eu très peu qui ont été notifiés sur l'heure vraiment précise. Quoi. Voilà. Merci donc, Najwa d'avoir posé une question. Voilà, c'est bien que les auditeurs commentent. Alors voilà, le thème astral, il est bâti aussi sur quelque chose qui n'est pas forcément juste. Comme je dis, il y a plusieurs astrologies, il doit y avoir plusieurs horoscopes, et il y a une grosse partie de la population mondiale qui ne peut pas en avoir parce que ça dépend. Quand on dit que le gars il est sous l'influence de Pluton, etc., Pluton n'a pas encore fini sa révolution complète. Hein. Donc, autour de la Terre, il en est à peine aux 3/4. Hein. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas l'influence de Pluton et pourtant on leur dit qu'ils l'ont. Alors après, on me dit, est-ce que la Lune, comme tu disais tout à l'heure, la pleine Lune a de l'influence, les étoiles ont de l'influence, pourquoi est-ce qu'ils auraient de l'influence juste au moment de ta naissance et pas tout le long de ta vie ? S'il y a une influence planétaire ou astrale, pourquoi cette influence elle n'a lieu qu'au moment où tu sors du ventre de ta maman, à cet instant précis. 5 minutes avant, elle n'avait pas d'influence, 10 minutes après, elle avait plus d'influence, c'est juste à ce moment-là. Pourquoi les planètes qui sont à côté, qui sont grosses, qui ont des satellites, n'auraient pas d'influence ? Pourquoi les autres étoiles ? Parce qu'attention aussi, les constellations, ce qu'on voit, c'est un plan sur une seule dimension, d'une projection de lumière, de points lumineux. Mais ces points, dans la réalité, ils ne sont pas tous à la même distance. Il y en a qui sont des milliards d'années-lumière plus loin derrière, d'autres qui sont plus proches. Mais entre les deux, il y en a plein d'étoiles. Pourquoi on ne les prend pas en compte ? Si vraiment il doit y avoir une influence astrale, pourquoi on ne prend pas en compte la totalité des étoiles ? Et ça, c'est impossible à faire pour les astrologues. Vaste question. Et là, ce soir, c'est l'astrologie. Il nous reste 2 minutes d'émission. Quand on parle, par exemple, que la Lune a de l'incidence sur les plantations, il faut attendre de planter les plantes à tel... les marées, etc. Est-ce que ça, c'est vérifié ? Ça vient plus d'une erreur de langage que de vérité physique. Effectivement, la Lune n'a aucune influence, ni sur l'être humain, ni sur les plantations. C'est juste un indicateur visuel. Et je t'explique pourquoi. Quand on dit que la pleine Lune... On va déborder un petit peu, je pense. Hein. 3 minutes. Laisse-moi 3 minutes. Non, mais vas-y, tu peux y aller. On va déborder un petit peu, chers auditeurs. La pleine Lune aurait plus d'influence sur plein de choses, comme les naissances, etc. Et tout. Nous, on a enquêté. Hein. On a enquêté sur 1 million de naissances sur la région PACA. On est allé rechercher les registres d'état civil qui étaient encore écrits à la main par des prêtres. On les a trouvés. On était 8 à travailler dessus et on a passé des mois et des mois à prendre tous les naissances, les jours, etc. Et on a comparé au calendrier des pleines lunes pour savoir si effectivement il y avait plus de naissances au moment des pleines lunes que... Non. Les maternités qui disent que oui, il faut qu'ils nous le prouvent. Parce qu'on en a contacté plein de maternités. Il ne se passe pas plus de naissances les soirs de pleine lune ou pas. Ça fait partie des légendes urbaines et on l'a vérifié avec les chiffres de l'état civil, etc. Tous les gens, mais sur 1,2 million, 1,3 million de personnes, hein, c'est énorme. Ouais. Les soirs de pleine lune, il n'y a pas eu de pic de naissance.
C'est pareil. D'accord. C'est pareil, exactement pareil. Il y a des pics saisonniers, peut-être. Il y a plus de naissances plutôt dans l'hiver parce que pendant l'été. On avait abordé pendant le Covid, les gens sont restés beaucoup enfermés. Il y aura peut-être beaucoup de naissances. Là, je pense qu'il y aura beaucoup de naissances d'ici 9 mois, quoi, tu vois. Mais, on avait abordé ce thème lors de la dernière émission. Est-ce que le Covid est un facteur déclenchant de naissance? C'est un phénomène paranormal ou pas? Non, c'est une coïncidence de société du fait qu'on ait été. Voilà, bon, l'été, on est plus à l'air, on est plus festif. Forcément, il y a plus de couples qui se créent, la libido est augmentée, etc. Je reviens donc à la pleine lune. La pleine lune, elle est pleine tout le temps. C'est juste la lumière qu'on voit. Oui. Mais la lune, elle est là tout le temps. Donc si elle a une influence, c'est pas que le soir où on la voit. C'est tout le temps. Alors il y a des soirs où tu la vois pas parce qu'elle est cachée par les nuages. C'est le premier quartier, deuxième. Mais ça, c'est que de la lumière qui est projetée par le soleil et c'est la Terre qui fait ombre. Donc soit c'est la lune qui a de l'influence, soit c'est sa lumière. Donc le soleil. Ouais. Donc tu vois, on peut pas se baser sur un effet de pleine lune. Par contre, effectivement, quand on voit la lune rousse, soi-disant, qui roussit les plantations et qu'il ne faut pas planter parce qu'il va y avoir du gel, elles vont geler et que les plantes deviennent rousses, oui, ça c'est vrai, mais ce n'est pas à cause de la lune. C'est parce que tout simplement, quand on voit la lune rousse, c'est à une certaine période de l'année, si on la voit, ça veut dire qu'il n'y a aucun nuage. Et en général, la lune rousse, c'est pendant l'automne et l'hiver. Ça veut dire qu'il n'y a aucun nuage. Donc la Terre, il fait froid, elle se refroidit. Il n'y a pas la couverture nuageuse qui fait couvercle de cocotte minute et qui maintient une température à peu près correcte au-dessus de 0 degré pour que les plantes elles ne gèlent pas. Donc c'est juste un indicateur visuel. Tu vois la lune, tu sais que les plantes elles vont mourir parce que la lune est rousse et que demain ça va peler. On va descendre en dessous de 0. Par contre, si tu vois pas la lune, mais elle y est, mais tu la vois pas. Ça veut dire qu'il y a plein de nuages. Ça va maintenir une température, ça va faire un effet de serre, si tu veux, où la température elle va pas baisser en dessous de 0 et tes plantes elles vont pas roussir. Donc on va dire, vous voyez, la pleine lune, il n'y en avait pas hier soir, donc les plantes c'est bon, risque rien. Par contre, si je vois la lune, elle est rousse, donc c'est elle qui va... Non, c'est pas elle qui influence, c'est juste que c'est visuellement tu la vois, ça veut dire pas de nuages. Si elle dégageait, la température elle tombe en dessous de 0 et bam. Voilà. Eh bien, écoute, on est arrivé. Alors, c'est un thème je pense que c'est un thème qu'on redéveloppera. On va faire une émission spéciale et on fera venir autour de la table. Alors, on fera venir autour de la table, si tu veux, dans une émission comme celle-ci. On reprendra ce thème certainement la prochaine émission. En fin de compte, nos émissions, on termine une émission et on redémarre la nouvelle avec le thème qu'on n'a pas terminé, puisqu'on pourra en faire 2 heures. On fera venir, tu sais, des anciens, parce qu'il y a des anciens qui te disaient, oui, avec la lune, on pouvait faire ci, on pouvait faire là. C'est un indicateur de calendrier. C'est un indicateur. Donc, on fera venir des anciens. Et puis, il faut savoir aussi que la lune a une influence sur les marées et toutes ces choses-là. Donc, ça aussi, on en parlera. Que sur les marées, pas sur nous. Voilà. Même si on contient de l'eau, même si on a 65% d'eau chez nous, ça ne marche que sur les grosses masses d'eau, mais pas sur nous. D'accord. Et effectivement, Stéphane, donc, tu auras ce point de vue de zététicien, ce point de vue scientifique. On aura des points de vue donc de gens comme tout le monde, et puis des gens qui ont peut-être qui y croient. Et ça serait bien d'avoir en face quelqu'un qui y croit pour pouvoir donc discuter. On a eu plein de monde qui nous a suivis. Voilà, ça sera du débat. On a eu plein de monde qui nous a suivis ce soir. On vous en remercie. À tous nos éditeurs, on vous a pas cité ce soir. À tous ceux qui nous suivaient sur Facebook, d'habitude on vous cite, mais bon, on avait la famille brûlée, ça c'est sûr. Ils étaient là. Donc il n'y a pas de souci. Donc et bien sûr, n'oubliez pas de liker nos pages, de partager nos émissions. Voilà, liker nos pages, partager nos émissions. Comme ça nous fait un petit peu plus connaître. Et puis la radio continue à se développer. Merci Nathalie d'être venue jusque dans notre beau village de Castillon, comme d'habitude, puisque vous faites partie de la radio. On fait tous partie de la radio que je mets ce soir. On est tous des animateurs de la radio. Je ne sais pas sur quoi j'étais en train de partir. Comme d'habitude, il faut toujours que j'en fasse une avant la fin, ou au début ou à la fin. Là, je suis en train de la faire à la fin. Nathalie, merci d'être venue. Merci. Jimmy, merci à toi. Demain soir. Demain soir. Jimmy sera là demain soir. Tu la radio, Jimmy, maintenant. Jimmy sera là demain soir, mais il est en stage, mon cher Jimmy. Il touche à sa fin bientôt. Il touche à sa fin, et Jimmy, demain soir, il viendra pour interviewer monsieur Tony Amantini, musicien qui sera avec nous. Stéphane, grand merci. On se retrouve dans quelques mois, puisque. C'est pas impossible que je vienne à l'improviste un de ces soirs. Voilà. Donc Stéphane a toujours de bons conseils et une très bonne répartie dans nos émissions. Merci Stéphane. Merci à toi, merci à tous. Merci Stéphane, merci Jimmy. Allez, c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée, et merci de nous suivre, bien sûr, et tous ceux qui nous suivaient sur Facebook, un grand merci. Bonne soirée à tous. À chaque fois avec toi, on peut durer encore. Radio Fréquence Méditerranée.